Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui à l'auditorium du Louvre pour suivre donc notre colloque monté en parallèle de l'exposition Royaumes oubliés qui se tient au Napoléon actuellement jusqu'au 12 août. Et donc notre colloque s'intitule Sculpture et art monumental de l'Empire hittite et de ses héritiers néo-hittites et araméens. En effet, j'avais souhaité qu'on puisse avoir une discussion avec de très éminents spécialistes qui nous ont fait vraiment l'honneur de tous venir aujourd'hui, et je les en remercie infiniment, d'avoir une discussion donc au sujet finalement de l'art le plus emblématique des royaumes néo-hittites et araméens, c'est-à-dire la sculpture, et en particulier la sculpture monumentale. Bien entendu, on ne pouvait pas évoquer la sculpture monumentale néo-hittite et araméenne sans évoquer la sculpture monumentale de l'Empire hittite, aussi bien en Anatolie que dans les territoires syriens, ce qui explique donc la répartition des interventions de ce colloque aujourd'hui, avec ce matin des interventions consacrées à l'Anatolie et à la Syrie à l'âge du bronze moyen et récent, et puis donc cet après-midi, la sculpture monumentale dans les royaumes néo-hittites et araméens. Alors, je voudrais juste vous indiquer, avant d'introduire le propos, une petite modification que vous n'avez pas encore pu voir sur le programme. Il s'agit des pauses. Des pauses importantes pour notre santé mentale à tous et à toutes. Donc, nous aurons une petite pause, une très courte pause le matin, après l'intervention d'Alice Mouton. Et l'après-midi, nous aurons une pause un peu plus importante. Nous avons plus d'intervenants après l'intervention de Timothy Harrison. Voilà. Donc, les royaumes néo-hittites et araméens et également le royaume hittite avant eux, eh bien, sont restés très méconnus en Occident jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et même très tôt dans l'Antiquité, certains des rares reliefs hittites visibles étaient pris pour des réalisations d'autres civilisations. Par exemple, le relief de Carabel, qui se trouve donc à l'ouest du territoire anatolien, était pris par Hérodote pour une sculpture du pharaon Sésostris qui serait allé jusqu'à cet endroit. Alors qu'il s'agit évidemment en réalité d'un relief fait par un souverain proche de l'Empire hittite. Alors voici une photo, juste un petit aparté de ce relief de Carabel tel qu'on pouvait encore le voir l'année dernière. Sachez malheureusement qu'en début d'année, il a été fortement endommagé, manifestement par des chasseurs de trésors. Alors, tout au long de l'histoire de l'Occident, eh bien, cet empire hittite, ces royaumes néo-hittites et araméens sont encore véritablement oubliés. Au XVIIIe siècle, Jean Otter décrit pour la première fois un monument néo-hittite, le relief d'Ivriz, dont il parle dans son ouvrage sur son voyage en Turquie et en Perse. Mais là, évidemment, pas question de parler de Hittite. Et au tout début du XIXe siècle, c'est John Ludwig Burckhardt qui, lui, va découvrir, réutiliser dans les murs de maisons du bazar de la ville de Hama, en Syrie, eh bien, un bloc comportant des hiéroglyphes louvites, hiéroglyphes évidemment que l'on ne comprend pas et que l'on ne connaît encore pas à l'époque. Donc vous voyez, les premiers monuments néo-hittites ne sont évidemment pas pris en tant que tels. Et c'est un peu la même chose quand Charles Texier, en 1834, découvre le site de Boescueil. Il n'imagine pas à l'époque qu'il va tomber en réalité sur la capitale des Hittites, à Toussa. Pour lui, c'est peut-être la ville de Tavium ou de Pterium, des villes dont on parle dans les textes classiques antiques, mais pas de la capitale des Hittites. De même, une année plus tard, l'explorateur anglais William John Hamilton découvre le site d'Alaja Höyük, et vous voyez la façon très personnelle qu'il a de représenter les sphinx de la porte sud. Mais là encore, pas question de parler de Hittite. Justement,
On découvre également, plutôt dans les années 1870, le site de Carchemish, cette fois-ci en Syrie du Nord. Et ce sont les Anglais missionnés dirigé par un certain George Smith, qui est envoyé par le British Museum pour trouver un site propice aux fouilles archéologiques, qui va découvrir ce site, et des premières fouilles vont avoir lieu de 1878 à 1881. Mais c'est justement dans les années véritablement 1880 que on va s'intéresser justement aux Hittites et mettre en rapport tous ces monuments, toutes ces sculptures qu'on a découvertes précédemment, pour justement évoquer ce peuple dont on a quelques traces dans les textes bibliques, mais encore une fois, les textes bibliques évoquent les royaumes néo-hittites araméens pour le coup, et pas l'Empire hittite. Et c'est en 1879 qu'Archibald Henry Sayce rassemble un peu tous ces monuments et retrouve finalement le peuple qui les a fait ériger, donc les Hittites. Alors on pense au début que les Hittites sont plutôt centrés sur la Syrie du Nord, autour de Carchemish, et il faut attendre encore quelques années avant de voir que c'est bien Hattusa qui est la capitale donc de l'Empire hittite. Et c'est là qu'on a donc les premières fouilles qui vont véritablement mettre au jour les sites principaux, tant hittites que néo-hittites. Donc on a les premières fouilles effectivement de Carchemish par les Anglais, et puis quelques années après, les Allemands, sous la conduite de Karl Umann puis de Felix von Luschan, vont découvrir le site de Tsingerli, fouiller et découvrir le royaume de Sam'al. Alors, les Allemands s'étaient rendus à Tsingerli parce qu'il fallait un peu concurrencer l'archéologie du Proche-Orient des Anglais et des Français, qui avaient fait d'importantes découvertes, notamment sur les sites assyriens. Et là, sur le site de Tsingerli, qui est un peu à l'écart des fouilles françaises et anglaises, les Allemands ont pu donc mettre au jour ce très beau site de Tsingerli, dont nous allons bien évidemment reparler dans la journée. Et puis, les Anglais reviennent au début du XXe siècle à Carchemish, cette fois-ci sous la conduite de David Hogarth puis de Léonard Roulet, et là ils vont faire une fouille beaucoup plus importante de la capitale donc du royaume, avec notamment l'aide de Lawrence, le futur Laurence d'Arabie. Et c'est à la même période que Max von Oppenheim fouille le site de Tel Halaf, dont il avait entendu parler en 1899, et qu'il fouille de 1911 à 1913. Alors, la Première Guerre mondiale met fin un peu à toute cette intense activité archéologique qui reprend pendant l'entre-deux-guerres, notamment dans la Syrie sous mandat français. Et en 1929, François Thureau d'Angin fouille le site de Syrie du Nord de Tel Ahmar, où il va découvrir, certes, un palais assyrien donc Kar Salmanasar, mais également d'importants objets, un niveau d'occupation araméenne et de grandes sculptures néo-hittites. Peu de temps après, l'archéologue et philologue Louis-Joseph Delaporte fouille à Arslan-Tepe. Arslan-Tepe, qui était un site qui était déjà bien connu depuis la fin du XIXe siècle, puisque Hogarth y était passé, avait vu des reliefs, de même que Gertrude Bell au tout début du XXe siècle. Et donc c'est tout naturellement que Louis-Joseph Delaporte fait des fouilles à Arslan-Tepe et découvre donc la fameuse Porte des Lions. Les Américains de l'Oriental Institute de Chicago, quant à eux, sous la direction de Robert Braidwood, vont fouiller Tel Taïnat dans l'entre-deux-guerres et découvrir donc la ville antique de Kunulua. La Deuxième Guerre mondiale interrompt à nouveau les fouilles. Ce sera d'ailleurs un drame pour Louis Delaporte, qui sera déporté pour ses activités dans la Résistance. Et après la Seconde Guerre mondiale, les découvertes vont se faire plus ponctuelles, tout en étant cependant toujours impressionnantes, comme le site de Kara Tepe,
qui est découvert par Helmut Bossert et l'archéologue turc Halet Çambel. Site important puisqu'il y a la fameuse inscription bilingue de Kara Tepe, qui est un jalon important dans la traduction des hiéroglyphes louvites. Et puis, en 1955, la découverte du site d'Aïn Dara, qui sera fouillé donc à partir de 1962. Alors, au cours du XXe siècle, on va commencer un peu à classer et étudier donc ces sculptures, notamment néolithiques. Vous avez de grandes synthèses qui sont faites, par exemple dès 1949 par Ekrem Akurgal, également par Helmut Bossert, justement, en 1951, avec Alt Anatolian, Alt Syrien, et dans les années 70, l'importante synthèse donc, de Winfried Ortmann, Untersuchungen zu spätischen Kunst, où il va justement classer les reliefs et les sculptures néolithiques par style et tenter une chronologie, un travail qui sera repris par Horst Genge en 1979, mais qui va proposer des rapprochements et des datations différentes. En effet, le contexte est encore le contexte historique de ces découvertes est encore très mal connu. On s'appuie surtout sur des textes, notamment assyriens. Or, les Assyriens ne conquièrent la région véritablement qu'à partir du IXe siècle. Et donc, les premiers siècles d'existence des royaumes néolithiques et araméens eh bien, sont appelés un peu des Dark Ages, entre la chute de l'Empire hittite et les conquêtes assyriennes, et justement d'importants travaux, notamment de ceux de John David Hawkins, vont permettre de mieux contextualiser et mieux connaître l'histoire des royaumes, mais cette fois-ci du point de vue de ceux qui ont réalisé ces monuments. Et des découvertes importantes comme le sceau de Kuzit-Teshub à l'Idar Öyük, qui nous montre que, contrairement à ce que dit Ramsès III à Ménidet Abou, eh bien, la ville de Carchemish n'est pas détruite par les peuples de la mer au XIIe siècle, mais qu'il y a bien une continuité d'existence entre la période impériale hittite et le début du royaume néo-hittite de Carchemish. Alors, à la fin du XXe siècle, de nouvelles découvertes importantes vont se faire et vont initier une toute nouvelle série de fouilles sur ces sites qui avaient été fouillés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et évidemment, la découverte majeure de la fin du XXe siècle, c'est celle du temple du dieu de l'orage à Alep, découverte par une équipe syro-allemande dirigée par le professeur Kay Kohlmeier, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Bien entendu, en parallèle de ces nouvelles découvertes qui vont avoir lieu entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle, il y a toute une série de nouveaux travaux importants, notamment des études anthropologiques, cette fois-ci, sur les monuments néo-hittites et araméens, comme les travaux de Stefania Mazzoni dès les années 80, et les travaux donc, de John David Hawkins qui donnent lieu à son fameux corpus des inscriptions louvites, le travail de Dominique Bonatz fondamental sur la sculpture funéraire, donc classée par typologie avec une très fine analyse de tous les symboles que l'on trouve sur ces sculptures, la publication d'Alessandra Guilibert et ses travaux sur les grands décors monumentaux donc des villes de Carchemish, Sam'al et Guzana, où justement eh bien, ces grands décors serviraient de mise en scène de décors monumentaux pour les rituels communautaires et religieux. Et en parallèle, eh bien, il y a justement ces nouvelles découvertes, ces nouvelles fouilles, ces reprises de fouilles sur le terrain. Je vais en citer quelques-unes, celle évidemment de Niccolo Marchetti à Carchemish, l'équipe de David de Schloen sur le site de Tsengerli, l'équipe italienne de Marcella Frangipane, alors à Arslan Tepe. Alors Arslan Tepe, certes, a été fouillé tout au long du XXe siècle, après Louis de la Porte, par des équipes italiennes, mais c'est véritablement les découvertes du début des années 2000 qui se
focalise à nouveau sur les époques néo-hittites, enfin sur l'époque néo-hittite. Et puis, bien entendu, les travaux de Timothy Harrison et de son équipe depuis 2003 sur le site de Tel Taïnat. Et donc, aussi bien ces nouvelles études, cette reprise des travaux sur les découvertes anciennes et surtout les nouvelles découvertes sur le terrain ont fait que l'on a maintenant une meilleure connaissance de l'histoire et de l'art des royaumes néo-hittites et araméens, notamment une connaissance bien plus fine de l'histoire de ces royaumes, et les intervenants du colloque d'aujourd'hui vont vous faire évidemment un état des lieux de leurs recherches, tant sur l'étude des textes que sur l'étude du matériel ancien, et bien entendu qu'un point sur leur recherche.